Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec des invités, devinez quoi? Exceptionnel, complètement. Nous avons avec nous Clément. Bonjour Clément. Salut Martin, salut tout le monde. Au bout de la table, Mathieu Bonin. Bonjour Mathieu. Salut. Ah, tu t'es tassé depuis que j'ai réglé la caméra. Ah, là c'est mieux. Bah oui, non mais pourquoi tu te tiens droit pendant que je règle la caméra? C'est incroyable ces gens qui se tiennent droit, qui font attention. On est tous ensemble ce matin pour vous parler d'un éditeur qu'on aime bien. Merci. C'est rare. C'est assez rare dans nos émissions, mais là, exceptionnellement, on a un éditeur qu'on aime bien. Il s'agit de Catch-Up Game. Je mets à jour mon menu parce que, hop, évidemment, j'avais pas mis la bonne icône. J'ai tout réglé, mais on a discuté. Sachez que quand on prépare les émissions, je lance le temps d'attente, je dis à nos invités, il y a 8 minutes de temps d'attente pour que les gens arrivent, pour qu'ils se connectent, pour qu'ils aient la petite notification, notamment les gens qui ont pensé à s'abonner à notre chaîne. Faites-le si vous ne l'avez pas fait, et qu'ils voient que l'émission va démarrer. Et on me dit à chaque fois, c'est long 8 minutes, hein, on va avoir le temps de faire plein de trucs pendant ce temps-là. Et en vrai, ça file à une vitesse. Et du coup, souvent, je règle pas mon menu. Il y a des choses que j'ai pas préparées parce que ces 8 minutes-là, elles sont chouettes. On discute ensemble. Un éditeur qu'on aime bien nous dit Corentin Lebrun. Tu connais Corentin Lebrun, vous connaissez? Je crois qu'il est auteur de jeu. Il essaye en tout cas. Ludovic Moublanc, vous connaissez aussi? Je crois qu'il est auteur de jeu. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi, je crois, un Bruno Catala qui passait par là. Je sais pas si vous le connaissez. Ah lui, je sais pas s'il est auteur de jeu. Ouais, et il y a pas mal de monde qui sont déjà présents ce matin en matinale pour parler du line-up de Catch-Up Games. Et mais pas que, on va vous décrire ce que vous faites, hein, parce que Mathieu, c'est la première fois que tu viens au chalet. Ouais, c'est la toute première fois. Donc on est ravis de t'accueillir, de te présenter. Moi, c'est toujours un de mes petits plaisirs, c'est de montrer à nos nouveaux invités qu'on connaît bien, parce qu'on vous croise sur les festivals et ailleurs, à quoi ça ressemble, ce lieu ludique qu'on a imaginé pour vous recevoir. Et c'est mon petit plaisir, vraiment, les différentes pièces, la visite. C'est assez incroyable. Hein. Vraiment ? Ouais, c'est assez fou. Ah, vas-y, continue, les gens nous écoutent. et donc, du coup, on va prendre le temps de vous découvrir, en tout cas de vous faire découvrir à ceux qui ne vous connaîtraient pas. Clément, tu étais déjà venu plusieurs fois. Oui, 2 fois. Ouais, t'avais déjà fait des lives, on l'avait déjà fait ensemble, ouais, peut-être. On avait fait un live Twitch de 13h à une époque. Ouais, c'était l'heure de la sieste, c'est vrai que ouais, c'est ça. On vivait pas le matin à l'époque. À 13h, pas de 13h. Ouais. Je pensais que c'était très long. Ah oui, un live de 13h, ouais, c'est vrai qu'on essaye. Hein, un live au thon. On le fera pas. Le programme de cette émission, donc on va vous présenter nos invités, on va revenir sur les jeux de 2024 parce que vraiment l'année 2024 pour Catch-Up Game a été assez importante, j'ai l'impression, en tout cas beaucoup de succès cette année-là, ce qui nous amène dans cette situation en 2025 où quand les jeux sortent, quand on discute avec d'autres éditeurs, on l'a souvent eu avec Cocktail Games, on l'a avec vous maintenant, les gens qui passent au chalet nous disent nous on veut faire comme Catch-Up. C'est gentil. Vous êtes devenus parmi les modèles du monde du jeu de société. Il y a quelques éditeurs qui se distinguent sur ce plan-là, mais c'est vraiment... il y a eu une évolution dans les discours qui, moi, m'impressionne aussi, et je trouve ça super cool. Et paraît-il que ça joue aussi pour les acheteurs. C'est-à-dire que, c'est le nouveau catch-up, cette année 2024, vous risquez de décevoir, attention. Oui, alors c'est fou, alors je ne savais pas. C'est dingue, j'ai un peu... En plus, j'étais à un moment dans cette situation à dire « Ah, on aimerait bien faire comme eux, ça c'est des modèles, donc... voilà, merci. Et je force pas le trait, hein. C'est pas parce que je vous reçois que je dis ça. Vraiment, ce discours-là, on l'a entendu une série de fois, assez régulièrement, puis ça fait plaisir. Quand on voit les évolutions et quand on connaît les questionnements qu'il y a eu aussi, parce qu'il y a plein d'étapes dans le développement d'une maison d'édition, forcément, il y a des choix qui se font. Les choix ont été très lucratifs, en tout cas réussis, et avec un vrai succès et d'estime et public pour l'année dernière. On va revenir sur cette année 2024, on reviendra évidemment, vous l'attendez, sur les jeux de 2025, parce qu'il y a de chouettes jeux qui arrivent. Rachel nous dit ah oui, Catch-Up, c'est un modèle que je donne régulièrement aux éditeurs qui se présentent chez Néoludis. Si Néoludis réussit, c'est un peu grâce à vous. Après, en voyant notre année 2024, on a bien envie de refaire pareil aussi. C'est un peu un modèle pour nous aussi, de ce qu'on vient de réaliser sur ces derniers mois. Ouais. Oui, c'est un peu fou. Hein. Ouais. Geeklet nous dit même mes sœurs me demandent le prochain catch-up. Alors, vous pouvez nous suivre en matinale en vous abonnant, évidemment, et on remercie, on va commencer par ça, on remercie nos abonnés, notamment même Ludomo qui a renouvelé son abonnement ce matin. Je regarde un petit peu, alors vous êtes quelques-uns à nous avoir suivis aussi, c'est bien de suivre l'émission pour être alerté des mises à jour. Merci à tous ceux qui nous soutiennent via Twitch, mais via Tipeee également, et qui nous permettent donc de réaliser toutes ces émissions. On va vous présenter un peu mieux. Clément, tu fais partie des 2 fondateurs de Catch-Up Games. Tout à fait. Avec Sébastien.
Ouais. Kim. Ouais. Qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement, mais oui, on était deux. Quand on a lancé ça. C'était en 2014, enfin. Avec Sapiens, le premier jeu. Ouais, le premier jeu c'est 2015, c'est mai 2015, c'est Sapiens. Le projet doit dater facilement de 2 ans avant, le temps qu'on trouve le premier jeu. Qu'on le développe, qu'on fasse l'édition, surtout qu'on n'y connaissait pas grand chose. On avait cette particularité là de faire des protos pour nous, mais en vrai on n'avait jamais travaillé dans le monde de l'édition. On se disait juste on aime bien les jeux qui marchent, donc si on voit des jeux bien, probablement qu'on s'en rendra compte. Et voilà. Je te laisse parler tout seul, je suis en train de régler mon menu également. Mais oui, c'est 2005 Sapiens, une 2015. Série de jeux 2015 pardon, une série de jeux qui ont suivi et qui ont à la fois plu, parce que moi j'étais tout content. Sapiens, je l'ai acheté direct dès que je l'ai vu. Il y avait déjà cet univers, cette patte graphique qui ça donne envie de jouer, des jeux qui sont assez. Je vous invite à regarder nos canapés, parce qu'on a fait 2 ou 3 canapés quand vous êtes venus. 2 je crois, ouais. Ouais, 2. Dans lesquels on raconte toute cette histoire-là. On va pas revenir sur toute l'histoire de Catch-Up dans cette matinale, parce qu'on va s'attarder un peu plus sur l'actualité. Mais il y a eu pas mal de jeux qui ont suivi. Et je me souviens, avant de parler des jeux de 2024, qu'il y a eu quand même une petite période pendant laquelle on disait les jeux de catch-up, ça manque d'interaction. Tu te rappelles de ça? Mais ça, c'était 2022-2023. C'est ça, c'est du passé maintenant. On n'en parle plus de tout ça. Non, mais oui. On se souvient de cette... forcément, vous vous souvenez. Mais de cette remarque, oui, mais Havresac, on joue tout seul. Des remarques... After Us. Non, mais tous nos jeux, franchement, on va pas se mentir. Avant cette année, celui de nos jeux où il doit y avoir le plus d'interaction, c'est Sylve, et c'est une localisation. Ouais. Tu veux, c'est pas de nous. Oui, c'est vraiment des goûts de joueurs, tu vois. Nous, c'est important. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle l'interaction, et nous, on aime bien l'interaction indirecte plutôt que le pont dans ta gueule, souvent. Parce que aussi, on fait des fois des jeux où tu construis un peu des trucs, et quand on te le démolit, moi, ça m'énerve. Et donc voilà, on est souvent plus sur des trucs qui sont plus ténus. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors il y a des jeux comme Havresac où il n'y en a pas, c'est une course. Ouais. Mais même After Us, c'est ténu, mais il y en a. Mais effectivement, si ce qu'on appelle l'interaction, c'est vraiment agresser l'adversaire, oui, il y a rarement des jeux comme ça chez nous. Oui, je ne dis pas ça comme un défaut du tout. Non, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui me parle aussi, parce que je crois que sur ce plan-là, on n'est pas si différent en termes de goût. C'est un vrai choix éditorial, parce que ce soit sur Havresac ou After Us, il y a eu des tentatives. Pendant le développement, il y a des moments où on se dit est-ce qu'on peut ramener plus d'interaction? Est-ce qu'on peut avoir des possibilités d'aller embêter les adversaires, d'interagir avec le plateau des adversaires? Et à chaque fois, la conclusion, c'est ça nous plaît pas trop en fait. C'est pas l'esprit du jeu qu'on aime. Donc, C'est vraiment des histoires de goût en fait. Je sais plus quelqu'un dans le chat a dit ça. C'est pas une. C'est Barracuda, voilà, le niveau d'interaction, c'est une caractéristique. Effectivement, il y a des gens qui détestent quand il n'y a pas d'interaction. Moi, à l'inverse, c'est pas que je déteste quand il y a trop d'interaction, mais je trouve qu'il faut que ça soit bien intégré, tu vois. Ça dépend des jeux. Sur Courtisan, voilà, ça s'y prête très bien, c'est le cœur du jeu. Sur Courtisan, j'aime bien parce que tu te dis, tiens, je te mets -2, mais rien de personnel, Martin. Puis de toute façon, -2, ça change pas forcément ta partie, on verra à la fin. Voilà, quand tu construis un truc, à Havresac, quand tu construis ton truc et que d'un coup on tue 2 personnages, moi ça m'énerverait en disant, d'accord, j'ai construit ça pendant 2 tours, puis en un tour tu me le ruines. C'est pas ce que j'apprécie moi perso dans les jeux. Mathieu, on t'a pas présenté spécifiquement. Tu fais pas partie des fondateurs de Catch-Up Games. Tu travailles sur la communication plus particulièrement, ou alors c'est un poste qui est plus large que ça? Alors officiellement sur la communication, sachant que c'est large, ça peut être les réseaux sociaux, les relations presse, un petit peu tout. Dans les faits, je partage les bureaux avec Seb et Clem, donc je touche un peu à tout. Et même pour s'occuper de la communication, il faut de toute façon s'intéresser à un petit peu tout. Il faut jouer un peu au proto en amont, suivre un petit peu l'évolution des visuels, etc. Donc, mais mon poste, c'est vraiment sur la communication. Donc c'est des missions qui sont plus particulièrement dévolues. Ça représente quoi la communication? Parce que finalement, c'est un poste qui est assez variable selon les éditeurs. On reçoit pas mal de monde qui travaille dans la communication, forcément, puisqu'on fait aussi de la communication ici. Et alors toi, par exemple... là, par exemple, il me donne des coups de pied sur la table quand je dis n'importe quoi. C'est vrai? T'as le pied? Non, pas ça. C'est beaucoup de conseils en images, ouais.
Axel. Vraiment, là-dessus, est-ce qu'il y a besoin de donner du conseil en image? Non, mais il y a une grosse partie de conception, de travail sur les plans de com, de décision de ce qu'on va mettre en avant sur un jeu, participer à la rédaction des textes, etc. Même si c'est Seb et Clem qui le font d'un point de vue éditorial, et c'est moi qui le fais d'un point de vue communication. Donc je reprends beaucoup des choses qu'ils ont rédigées, qu'ils ont écrites, mais et puis ensuite il y a de la mise en application. Donc ce que je disais, les réseaux sociaux, les relations presse, rencontrer la presse dans les salons, s'assurer que qu'on parle du jeu en fait. Donc puis derrière, travailler sur d'autres types d'outils. On a mis des petits catalogues dans les jeux. Alors ça, c'est Clément qui les a fait. Oui. Mais c'était une réflexion un peu plus commune au départ. Moi, j'essaie de réfléchir à la globalité de la com, quoi. Merci à Antares qui suit l'émission et qui donne le lien vers le site de Catch Up Games. J'ai pas l'impression que ça marche celui-ci, hein, de site. Ah non, important. Et tu disais, je suis pas dans les fondateurs. C'est marrant parce qu'au moment où Seb et Clem travaillent sur Sapiens, moi je travaille pour Yellow, qui est le distributeur à l'époque de. Oui, c'est vrai, ça a commencé par Yellow. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Mathieu. On s'est rencontrés comme ça. Parce que maintenant vous êtes chez BlackRock, tout à fait, en distribution. Ouais. Mais effectivement, il y avait cette dimension. Il y avait plus de jeux distribués par Yellow à l'époque. C'est moins le cas aujourd'hui. Yellow distribue un tout petit peu quelques autres éditeurs. Mais juste avant la sortie de Paper Tales, de Decrypto et de Welcome to. Les patrons de Yellow s'étaient dit la distribution c'est beaucoup de travail et pour pas grand chose, donc on va laisser partir nos partenaires, et c'est BlackRock qui en a profité derrière. Ouais. Alors là je montre une newsletter sur l'écran. Pour ceux qui n'écoutent juste, j'explique ce que je montre. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes aussi de cette newsletter? Rachel nous pose la question justement. Les newsletters au magasin, est-ce que c'est Mathieu qui s'en occupe? La newsletter, mon rôle c'est de rappeler à Clément qu'il faut qu'il l'écrive. Ouais. Comme au mois de janvier par exemple. Voilà. C'est toi qui le fais du coup. C'est moi qui l'écris. On détermine souvent les sujets ensemble. Ouais. Ensuite Clément la rédige. Moi je la relis et je l'envoie. Ouais. Comme il l'envoie en son nom, en plus je mets des pièges dedans. Tu vois, moi je relis bien attention. Je suis sûr qu'il relit. Mais en fait c'est Clément qui l'écrit parce que on s'est rendu compte que c'est lui qui avait la plupart des infos et d'infos dans le détail. Moi je pourrais dire ok, faudrait qu'on parle de ci, de ça, parce que je sais que c'est l'actu du moment, mais derrière il faudrait que je vienne à la pêche aux infos auprès de Seb et Clem. Donc c'est Clem qui le rédige, mais comme c'est moi qui suis le contact presse et qu'on l'envoie surtout à la presse, je préfère qu'on l'envoie en mon nom, comme ça les gens quand ils répondent, ils me répondent à moi et je peux gérer derrière. Cette newsletter, je la trouve super, et Geeklet est d'accord avec nous, puisqu'elle est géniale cette newsletter. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup des newsletters où, en les recevant, je me dis « Ah chouette, là il y a une mine d'infos », il y a toujours 2-3 images en plus pour nous qui faisons des émissions où on relaie un petit peu l'actualité des éditeurs, en tout cas les informations principales. Là, c'est la dernière celle-ci, celle de... Ouais, décembre. Il y a la couve de Gatsby par exemple, dans notre émission d'actu, on est content de la montrer. Il y a quelques informations supplémentaires qui nous permettent, nous, de construire aussi notre actualité. On aurait ça chez tous les éditeurs. Je le dis pour les autres éditeurs qui se posent la question sur des contenus intéressants aussi à diffuser. Non. Non, mais vraiment, vraiment, ça aide beaucoup parce que ça permet de résumer. Et puis moi, de taper dans ma boîte mail quand je ne sais plus les infos, ça me permet de retrouver des choses qui sont utiles. C'est très bien aussi chez Blab. Alors Aline distribue des bons points, mais pas à tout le monde. Il y en a d'autres qui font des newsletters très chouettes, effectivement, mais c'est un outil qui est utile maintenant. C'est vrai qu'on est un peu régi par les réseaux sociaux, mais c'est plus dur de retrouver des infos sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on ne sait jamais où aller, quel est le bon réseau. Là, nous, on essaye de distiller des infos un petit peu différentes, un petit peu plus avant-première dans la newsletter et sur notre Discord. On a un serveur Discord où il n'est pas hyper actif, mais on a un contact un peu plus... C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de monde, donc ça fait moins confidentiel. Sur notre Discord, on a une petite communauté sympa, ouais. Alors le Discord c'est super, mais j'avoue que là par contre nous en tant que presse on peut pas s'amuser à regarder tous les Discords de tout le monde, on s'y noie complètement. Ouais, mais d'ailleurs c'est plus sur les joueurs parce qu'on a un salon presse sur le Discord, mais où
Il n'y a pas vraiment de... J'ai même pas pensé, je crois que je suis pas connecté. J'ai pas pensé, je savais pas qu'il y avait un Discord, j'ai pas fait attention. Sur cette newsletter question, est-ce qu'on peut s'y connecter facilement? Parce que je suis passé sur le site, j'ai pas trouvé d'endroit. Non, parce qu'elle est orientée pour les pros. C'est une réflexion qu'on a en ce moment, parce qu'au début on se disait que c'est des infos plus pour la presse et les boutiques. On a essayé de l'ouvrir aux boutiques et puis en fait on se rend compte qu'il n'y a pas tant d'infos confidentielles. Il y a pas de... Mais tu vois, des fois il y a des propositions d'opérations avec la presse ou ce genre de choses. Ah oui, c'est sûr que ça colle moins. Et puis c'est difficile de faire plusieurs newsletters, ça serait quand même... Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de 200 personnes sur notre mailing list. Et je les ai classés en fait. Donc je pourrais prendre du temps toutes les semaines et dire ça c'est de la presse, ça c'est pas la presse. Puis ensuite envoyer que à la presse sur des choses... Mais en vrai, vu le travail que ça représente, je pense que c'est un peu de travail, ça, peut-être. Ouais, mais ça serait intéressant quand même de... Enfin, voilà. Le pari aussi, c'était de se dire, on ne l'ouvre pas forcément aux joueurs, mais parce que c'est la presse qui va faire le relais, en fait. On envoie des infos à la presse, et derrière, la presse sera d'autant plus contente de le partager si c'est pas quelque chose qu'on a encore diffusé. Mais c'est le genre de truc, moi, passionné, et puis, tu vois... Geeklet, c'est la presse aussi. Elle a un site, elle a un intérêt, mais elle est passionnée de base, et je le suis aussi, indépendamment du travail que je fais sur un monde de jeu. J'aurais été content de recevoir ce genre d'informations, mais c'est vrai que c'est compliqué pour vous d'en envoyer plusieurs et de commencer à trier, effectivement. Après, on a moins de temps pour faire des jeux. C'est ça. Sachant qu'on dit presse, mais dès qu'on a des créateurs, créatrices de contenu sur Insta, par exemple, qui nous contactent, moi, j'hésite pas à leur envoyer le formulaire pour s'inscrire, donc... c'est assez large, il y a des gens... En tout cas, c'est très utile, bravo pour cette newsletter. Merci. Tu travailles sur d'autres... c'est pas ton poste principal, c'est pas ton... Pardon, si, c'est ton poste principal, évidemment, mais c'est pas ton unique poste Catch Up Games. Moi, je travaille sur trois projets en même temps, donc Catch Up. Je fais la même chose pour Banquise. Tu travailles sur Connection Timed Out aussi. Essaye de rajouter app et point devant, en fait. Mais je sais pas pourquoi, normalement ça. Et depuis 2017, je travaille avec une start-up finlandaise qui s'appelle Diced, qui a créé une appli. APT, tu m'as dit? App, comme une app. Mais bon, si ça marche pas... si, c'est bien, parce qu'on voulait vous montrer Diced et en fait ça ne fonctionnait pas. Qui est une appli et un site qui explique les règles de jeu aux gens. En fait, on a une centaine de tutoriels interactifs et en 3D, donc les gens peuvent apprendre à jouer pendant qu'ils jouent au jeu. Ils ne sont pas obligés d'apprendre les règles avant et on les accompagne. Voilà, donc ça, c'est encore surtout en anglais. On a 95% du contenu qui est en anglais. Je le vois peu utilisé jusqu'à présent. En tout cas, on en parle peu sur le marché francophone pour l'instant de cette application-là. Mais on en parle parce qu'on le connaît aussi. C'est ça qui est important. Puis de temps en temps, il y a un stand. On commence à avoir des traductions. Matago, par exemple, a traduit quelques jeux Stone Meyer, parce que Stone Meyer nous prennent vraiment des tutoriels pour tous leurs jeux. On doit avoir Captain Flip en français, donc on a quelques jeux comme ça en français, mais c'est vraiment la plupart du temps des traductions. En l'occurrence, Captain Flip, c'est pas le cas, mais des éditeurs qui nous font confiance depuis longtemps, des éditeurs américains qui travaillent avec nous et puis qui vont dire à leurs partenaires français, maintenant que le tutoriel existe, c'est facile de le traduire en français, donc n'hésitez pas à le faire. Mais c'est vrai qu'on travaille encore majoritairement avec des Américains et des Anglais. C'est une autre façon de découvrir les règles de jeu. Alors, on peut le faire par vidéo, on peut le faire évidemment en lisant le papier. Moi, c'est plutôt ce que je fais. J'aime bien avoir quand même ce support papier et cette concentration pour la lecture des règles. Parce que là, on ne va pas le montrer là tout de suite parce que je ne suis pas connecté. Je ne crois pas avoir de compte Dice. C'est pratique quand tu joues. C'est pratique, parce que là, en fait, parce que tu fais le truc, c'est un pas à pas, c'est un tuto en fait. Tu t'ouvres un Carcassonne, moi c'est la démo que j'avais eue, c'est quelle est la situation à l'ouverture de la boîte, faites ci, faites ça, ok vous prenez cette tuile, si vous prenez cette tuile ça fait ça, et tu vois ça te guide vraiment, t'as pas besoin de lire les règles. Et le gros avantage c'est que ça explique à toute la table, donc t'as pas une personne qui doit apprendre les règles et ensuite réapprendre aux autres joueurs. Et effectivement, le but, il y a deux buts quand on crée un tutoriel, c'est d'abord de mettre les personnes en situation de jeu le plus tôt possible. Donc, il faut quand même leur apprendre certaines choses avant d'être en situation de jeu, mais pas que. On leur apprend des choses aussi rien que dans la mise en place.
tu arrives à faire passer plein de choses en fait. Tu nommes les éléments, tu vas dire bah tiens ça va servir à ça, tu distilles des choses. Et ensuite c'est le deuxième chose auquel on fait attention, c'est que les gens fassent des choix. En fait, on leur impose jamais un choix, on leur dit jamais bah tiens là ça m'arrange si tu vas faire cette action parce que comme ça je te l'explique. On leur propose au moins 2 choix. Il y a des choses souvent au début de partie qui font pas trop sens, donc ça on leur dit on vous expliquera plus tard, mais on dit bah tu pourrais aller au marché ou aller chez le forgeron. Qu'est-ce que tu veux faire? On dit ah bah j'ai plutôt aller chez le forgeron. On commence la partie en découvrant le jeu. Exactement, on découvre le jeu et on distille les informations au moment où elles sont plus pertinentes, et du coup les gens déjà s'amusent plutôt que d'écouter les règles, et puis retiennent mieux parce qu'ils apprennent en faisant les choses, ça fait tout de suite sens ce qu'on leur dit. Voilà. Donc ça j'y travaille depuis 7 ans, depuis un peu plus de 7 ans, c'est un projet au long cours. 7 ans. Ouais, 2017. Incroyable. Il y a eu plusieurs financements participatifs, si je me souviens bien, effectivement. Deux financements participatifs au début. Et puis maintenant, c'est des levées de fonds en mode start-up. En mode start-up. Et ils viennent de là d'ailleurs. Tu dis ? Les fondateurs d'Ice de. Pas du tout. Il y a un cuistot et un électricien. Donc, start-up de l'électricité, start-up de la cuisine. Ce que je disais quoi. Mais voilà, on espère que ça sera monétisé rapidement. Voilà, donc c'est une application difficile de vous conseiller pour ceux qui regardent de comment on se connecte en fait. Comment ça fonctionne sur le téléphone? Soit tu télécharges l'appli, soit tu vas sur le site sur dice.com sur ton ordinateur. Et là, tu as accès à tous les tutos. Il y a des petites pubs si t'es pas abonné, mais ils sont tous en accès libre. Donc vous pouvez aller jeter un œil en tout cas si vous êtes curieux. Ben on l'est forcément, on a envie de savoir comment ça fonctionne. Il y a cet avantage par rapport à la vidéo, effectivement, parce que le gros problème de la vidéo, c'est que ça t'impose un temps. Donc il faut faire pause en fait sur les règles, notamment celles qui vous permettent de vous lancer dans la partie pour bien intégrer les différents aspects. Là, sur cette application, c'est vous qui choisissez le rythme d'explication. Chips Theory Game propose Diced pour les Elder Scrolls. On vient de le sortir, c'est un truc monstrueux, on a mis 3 mois à le faire, mais ils sont très contents, donc nous aussi. Et il y a des rivaux là-dessus, parce que je pense à Board Game Arena finalement. Alors c'est pas encore conçu comme ça, mais il commence à y avoir des tutoriels qui sont sensiblement différents. En fait, il y a des rivaux dans ce que tu disais, dans les différentes façons d'apprendre. Ouais. Il y a des vidéos, il y a des choses. Mais sur le fait d'apprendre en jouant, moi j'en connais pas d'autres. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est quand le jeu est construit comme ça et que tu as un tutoriel. Dans le Elder Scrolls de Chips Theory Game par exemple, ils ont un livret de tutoriel où tu peux faire une première partie, mais les jets de dés sont imposés, c'est pas si interactif, tu vois. Donc non, et vu le travail que ça représente, ça m'étonne pas qu'on soit les seuls. Et tu travailles aussi pour Banquise? Pour Banquise, ouais. Je fais la même chose que ce que je fais pour Catch Up, je le fais pour Bertrand. On voit la différence de niveau entre Banquise et Catch Up. C'est à cause, c'est grâce au jeu. C'est Bertrand qui le fouette. Et Bertrand a des façons de me motiver différentes. Mais ouais, je fais la même chose pour Banquise, et du coup ça c'est à une époque je bossais aussi pour Longpack. Ah oui, donc ça c'est une usine en fait. Ouais, c'est une usine chinoise, et moi j'aime bien voir un petit peu les différents aspects du milieu, mais c'était compliqué parce que c'était vraiment trois boulots très différents. Oui. Et du coup, 3 états d'esprit très différents dans lesquels je vais switcher au cours de la semaine, voire de la journée. Là, ce que je fais pour Banquise et pour Catch Up, c'est pas les mêmes jeux, mais c'est le même boulot, donc ça me permet de mutualiser des choses. Je prends des rendez-vous presse en commun, enfin, c'est plus facile. Oui, puis on peut le dire, il y a une certaine proximité entre Banquise et Catch Up dans le local, puisque vous avez un lieu à Lyon qui peut faire rêver les gens. C'est vrai que quand on se sent un petit peu éloigné les uns des autres, on aime bien la possibilité d'avoir un atelier pour les dessinateurs, un lieu de travail, de coworking, comme on dit quand on est moderne, pour les entreprises. Et alors Bertrand, il est un peu moins présent, je crois. Ouais, Bertrand, il y est plus. Il était au tout début quand on était encore au Shrubbery, qui est un barrage à Villeurbanne. Et là, vous avez déménagé. Et là, on a déménagé début juin, enfin courant du mois de juin, parce que nous, on avait besoin de plus de place. Ouais. Et il y
y avait un changement d'organisation aussi au Shrubbery qui faisait bon voilà, c'était plus compatible. On a déménagé et on est la même équipe de coworking plus des nouvelles personnes. Il y a toujours Mathieu qu'on vient de qui vient de se présenter, Seb et moi. Il y a aussi Christine Alcouf qui est illustratrice, notamment dans le jeu, qui a notamment fait des jeux avec nous. Il y a Mathieu Rivero qui est souvent connu pour être chroniqueur Ludovox, mais qui fait aussi beaucoup d'autres choses. En fait. On entend beaucoup parler de Mathieu Rivero. Il a beaucoup de qualités à part le fait de manquer d'un T dans son prénom. Alors pourquoi... On lui dit souvent, mais il y a une faute quand même d'orthographe dans son prénom. Il n'a pas choisi. Pardon. Et qui travaille aussi des fois avec nous. Tu vois, là par exemple, il travaille sur un projet avec Seb. Et puis il y a Romain Delplanque qui vient de nous rejoindre parce qu'il travaille il travaille sur Lyon, il travaille pour Open Sesame Games, qui est surtout orienté jeu de rôle. Et il y a aussi Amélie qui est graphiste dans le milieu du jeu, notamment. Amélie Maréchal. Et vous croisez encore Bertrand Et on croise Bertrand, mais en fait Bertrand c'était moins pratique pour lui de venir parce que mine de rien il est à 1 heure de Lyon. Et quand tu arrives dans Lyon aux heures de boulot, il y a un peu des bouchons. Et donc du coup ça lui prenait du temps quoi. Et puis en plus c'est cool d'être dans un bureau comme ça parce que comme on est tous dans le même milieu, on échange beaucoup sur le milieu. Mais en vrai, ta productivité, elle est pas toujours optimum, tu vois. Puis en plus, quand tu as des gens qui sont pas tout le temps là, t'en profites pour discuter. Donc c'était pas non plus les journées où ils travaillaient le plus. Oui. Il paraît qu'à la cafetière, par exemple, ils sortent pas mal de jeux, mais ils seraient chacun de leur côté, ils en feraient le triple. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà, je peux pas dire pour eux, mais après, tu perds du temps. Des fois, tu gagnes aussi du temps. Nous, quand on a besoin de conseils, enfin, quand on a besoin d'avis, quand on a besoin de gens pour jouer, on a des gens. Christine, quand elle veut parler de relations avec des éditeurs, enfin, tout le monde, tu vois, c'est très intéressant. Mais effectivement, tu perds des fois en productivité. Bertrand, on le voit une fois par mois, mais pour notre session JDR, en fait. Oui, c'est ça. Ce qui est quand même pas mal, oui, parce que ça vous permet de jouer aussi sur place. Pas la session jeu de rôle, on l'a fait chez Mathieu et Judith, mais oui, on joue aussi des fois au bureau, évidemment, le midi, le soir. Voilà, un peu comme le chalet, quoi. C'est le chalet de Lyon. C'est ça, le chalet de Lyon qu'on l'a fait. La cafetière, effectivement, c'est les fameux lieux. Mais c'est important, les lieux ludiques, parce que ça permet aussi de vivre, et c'est pour ça que souvent on passe des petits clins d'œil aux boutiques qui sont des lieux en elles-mêmes. Dans chaque ville, il y a au moins ce lieu-là, c'est les fameuses boutiques ludiques de centre-ville qui sont tellement importantes qu'il y a d'autres endroits moins accessibles, mais qu'on raconte souvent dans les émissions. Et dans tous ces lieux ludiques dont on parle, il y a Ludo. Il y a toujours Ludo Maublanc. Ouais. C'est vrai qu'il est partout, c'est dingue. Il dit qu'il valide, je crois que c'était sur le nombre de jeux qu'il ferait à la cafetière. Il est venu pour la raclette au bureau. Pour notre raclette de Noël. Il était là, comme par hasard. Là, on a vu sa chambre ici. Oui, il est partout. Personne n'a dormi dans ta chambre ? Si. Alors... Je vais lui mettre une petite dédicace, elle est super. Elle est vraiment très bien pensée, elle est optimisée. J'espère que tu lui as envoyé un SMS, parce qu'il me dit souvent, je reçois des SMS des gens qui dorment dans la chambre en disant pardon. Voilà. C'est la chambre de Ludo Serre. On va regarder les jeux de 2024, parce qu'on va peut-être avancer dans cette émission quand même. On prend beaucoup de temps pour discuter, on aime bien ça. Il est 8h36. Ah ouais. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux ? C'est des émissions où on a le plaisir de partager ensemble, de discuter. 2024, ça a bien fonctionné. On m'a dit que ça avait bien fonctionné chez Catch Up Games. Ouais, ça n'avait pas bien fonctionné. Ça, c'est un jeu de 2023. C'est un jeu de 2023, mais il a fait une grande partie de sa carrière en 2024. Dont un As d'or. Dont un As d'or. C'est votre premier prix majeur ? Première sélection, premier prix. Oui, qui est aussi important. Il y a eu d'autres prix, on avait eu d'autres prix, on avait eu plusieurs fois le double 6. Non, ça compte pas ça. Les prix majeurs, on rappelle, il n'y en a que 3. Alors oui. Il y a l'As d'or, le Spiel des Jahres et la patate d'or. C'est vrai. Et non, on n'a pas eu la patate d'or. Bruno l'a eu, donc si tu veux. Mais oui, c'est notre premier titre majeur. Alors, j'ai oublié le sablier d'or, pardon. Vraiment, je suis. Premier titre majeur avec l'As d'or, une émotion particulière aussi parce que je sais pas, je me rends pas compte de comment vous l'avez vécu cet aspect-là. C'est à vous de le dire plutôt. C'est assez dingue. Quand on s'est lancé, on fait pas ça pour avoir des prix, on fait ça parce qu'on est passionné de jeux de société, on a envie d'essayer, quoi. Et tu te dis pas que 10 ans après, grâce à un jeu, un jeu que tu édites aura l'As d'or. C'est un peu fou, c'est un truc où moi j'évite de trop les regarder en fait, les prix, j'y pense pas trop parce que voilà, si ça arrive et tant mieux. Il y a aussi une part de réussite. Tu vois, t'as tellement de concurrence que y a aussi d'autres jeux qui l'auraient mérité cette année. Donc oui, c'est indescriptible. Moi déjà j'étais comme un dingue. En fait, au bout d'un moment, il y a des fois aussi des gens qui t'en parlent souvent, et donc quand ça arrive beaucoup, comme les nominations sont au mois de janvier, tu vois,
au mois de janvier, on nous disait beaucoup ça sent quand même pas mal pour vous la nomination, tout ça. Donc, et du coup, je me rappelle, j'ai regardé avec mes enfants la cérémonie des nominations. Et là déjà, c'était incroyable quoi, d'être nommé. Enfin, nous sommes jamais arrivés. Rien que ça, c'est la fête. C'était vraiment incroyable. J'étais avec mes enfants. Et puis là, moi j'adore les nominations parce qu'il n'y a que des vainqueurs. Il y a évidemment des gens qui ne sont, mais tu penses, mais tu vois pas leur nom, alors que sur la réception de l'Asdor il y a toujours ce truc, je sais pas comment le vivre, parce que tu vois le vainqueur mais tu sais qu'il y a deux perdants. Il y a ce truc et il y a vraiment des perdants, ils ont vraiment perdu et c'est vraiment dur pour eux. Ouais, parce que la joie de la sélection elle reste, mais au moment de la cérémonie tu te projettes quand même en te disant c'est là, et c'est un peu con parce que t'es hyper content d'être sélectionné en fait. Donc le prix, que tu l'aies ou pas, la sélection en soi c'est déjà vraiment une victoire. Mais c'est sûr qu'au moment de la cérémonie, il peut y avoir une petite déception. Oui, et c'est pour ça que c'est un peu fou. On a été nommé une fois, on a gagné une fois, voilà. Mais c'est vraiment une émotion incroyable. Cette année parce qu'il y a eu quelques succès. Moi, je l'ai gagné 2 fois parce que j'étais chez Yellow pour Andorre, donc j'étais déjà. T'es monté sur scène? Ouais, c'est okay. Puis là en plus sur Faraway, c'est alors on essaye que ça se passe souvent comme ça, mais et c'est souvent comme ça, mais c'est vraiment une expérience cool parce que je pense que ça se passe hyper bien avec toute l'équipe. Il y a Corentin et Johan, évidemment les auteurs du jeu. Il y a Maxime, il y a aussi donc l'illustrateur Maxime Morin, mais il y a aussi Benjamin Trélou qui a la DA et qui a un rôle ingrat parce que il a beaucoup aussi bossé sur le jeu et c'est une personne qui n'est jamais nommée quasiment. Il est sur la boîte, mais effectivement c'est des métiers qui sont un peu plus de l'ombre. C'est des métiers pas à la con, mais où ton taf il se remarque surtout quand tu le fais mal quoi. Et donc c'était une chouette émotion d'être là-bas. Il y a aussi Synergie qui nous avait accompagnés sur la prod, et c'était enfin voilà, en fait ça s'était aussi hyper bien passé sur l'aventure avec tous les gens. C'est un peu lambda ce que je dis, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. On était content de faire le jeu qu'on avait fait, on était content de l'avoir fait ensemble, les relations étaient bonnes entre tout le monde, et donc du coup quand tout le monde, on a des places tu vois pour la cérémonie, on était un certain nombre, et quand tout le monde est là et content d'être là, voilà, qu'on est content de le faire ensemble, je trouve que, alors je sais pas parce que je l'ai jamais vécu dans une condition, mais en tout cas c'était une émotion qui est très très forte quoi, parce qu'en fait t'étais content de partager ce moment là avec ces gens là, donc ça c'est chouette. Code Demic nous demande qu'est-ce qui détermine qu'un jeu est majeur. Ah oui, moi je parlais du prix majeur, mais oui il y a un jeu aussi, le nombre de ventes. Est-ce que c'est le nombre de ventes qui fait ça? C'est compliqué, il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais effectivement la vente, le succès d'estime, il est important. Le fait que le jeu soit perçu comme important dans ce qu'il génère derrière en termes de création, il y a des jeux qui ont aussi qui inspirent les autres. Clairement, c'est souvent corrélé en fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, parce que quand ton jeu il fait beaucoup de ventes, ça veut dire qu'il est entre les mains de beaucoup de personnes, ça veut dire que beaucoup de personnes y jouent et donc t'en parles plus, et voilà. Mécanique, quoi. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont juste pas gagné, il nous dit dans la boîte à propos de ceux qui sont sélectionnés. Et non, vainqueurs qui ne montent pas sur la scène de Cannes au final, c'est facile à dire sur le coup, mais pour avoir été dans le jury et avoir discuté après avec ceux qui ne sont pas repartis avec le prix, c'est pas le meilleur moment de leur vie en général quand même. C'est pas quelque chose de simple à vivre. Tu espères toujours un peu gagner quand même au fond de toi. Moi je voulais pas trop y croire, mais à partir du moment où t'es nommé, tu te dis allez, on est vraiment plus très loin. C'est pour ça que sur un événement comme les Sabliers d'Or, je tire la couverture, pardon, mais on a un peu parlé encore jusqu'à présent, on a vraiment envie de réinsister sur le fait que les sélectionnés, nous, c'est les vainqueurs. Sur cet événement-là, qui est beaucoup moins important, évidemment, aucun rapport avec l'Asdor et le Spiel des Sierras, mais ce côté-là, être sélectionné, avoir ce plaisir-là et être déjà vainqueur à ce moment-là, c'est important de pouvoir bien le vivre en tout cas. Je monte Château Combo parce que ça fait partie de ceux dont on parle un peu. Je dirais que c'est plus tendu cette année que sur Faraway. Il y a plus de concurrence peut-être. Déjà, on ne sait pas dans quelle catégorie ça serait Château Combo. Est-ce que c'est du initié, on en a parlé hier, est-ce que c'est du familial grand public? C'est plus compliqué de savoir exactement où il se situe. Ouais, pour moi c'est plus de l'initié. Enfin, c'est comme ça d'ailleurs, je crois qu'on l'annonce en 10+, tu vois, on l'annonce pas en 8+. Pour moi c'est plus de l'initié. Par exemple, j'ai joué avec mon fils de 10 ans, mais pas ma fille de 8 ans. Ah ouais, on n'a pas le droit. Non, je trouve que c'est pas à son niveau et qu'elle s'amuserait pas en fait par rapport à d'autres jeux. Tu vois, on joue à Colt Express ensemble, on joue à des jeux comme Les Toits de Paris, où ça lui va bien. Château Combo c'est un peu complexe pour elle, quoi. Ça me semble initié, il nous dit des beaux jeux. Il y a beaucoup les règles sont très simples, mais il y a quand même beaucoup d'infos sur les cartes. Il y a beaucoup de combos possibles, donc ça demande de la projection. Moi je dirais initié aussi, ouais.
Et bien sûr, quand on dit ça, on parle un peu de la première partie, sûrement, parce qu'effectivement, il y a tous ces parents d'enfants experts qui, au bout d'un moment, à force de regarder les parents jouer, arrivent à jouer sans aucun problème, évidemment, à calculer, à avoir conscience de la valeur des cartes. C'est pas ça qui fait l'âge qu'on indique sur la boîte, évidemment, parce que c'est des cas particuliers. Qui valent avec tout le monde d'ailleurs, les enfants sont tous capables de s'adapter. Château Combo, c'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel. Tout à fait, illustré par Stéphane Escapa. Qu'on a énormément sorti au chalet, parce que vraiment, ça fait partie des jeux déjà qu'on nous réclame. Chaque année, il y a des jeux comme ça où les gens viennent en disant « Ah, mais j'ai pas joué, celui-ci, on en parle beaucoup, est-ce qu'il y a moyen d'y jouer ?» Et deuxièmement, il y a moyen d'y jouer. C'est-à-dire que c'est pas ouais, mais ça prend 3 heures, et il me faut une demi-heure pour vous expliquer les règles, on va peut-être faire d'autres choses. Là, vraiment, c'est facile, on le sort. L'année dernière, c'était Darwin. Sur les traces de Darwin, qu'on a beaucoup sorti comme ça, qu'on a joué plus que notre envie. J'ai bien aimé aussi les traces de Darwin. Bah oui, c'est très efficace, et c'était aussi Grégory Grard. Ouais. Et un autre Mathieu, c'était Mathieu Verdier, je crois, sur les traces de Darwin. Tout à fait. Grégory Grard travaille qu'avec des Mathieu ? Je crois pas. Il y a presque que des Mathieu dans le monde du jeu. C'est vrai, beaucoup trop de Mathieu dans le monde du jeu. D'où l'intérêt de mettre parfois un T, parfois 2 T. Pour les différencier. Comme ça, tu vois qui sont les vrais. Ouais, trier le grain de livret. On en parle un peu, effectivement, pour les sélections, mais il n'est pas le seul, puisqu'il y a également Courtisan, qui est un succès plus... Est-ce qu'il est moins attendu, celui-là, en termes de succès ? Parce que moi, je m'attendais moins à ce qu'on en parle autant du Courtisan, en le voyant sortir, le jeu de... Maxime Rambourg. Non, c'est un jeu d'Anthony Perron et de Romaric Galloni. Ah, c'est à cause de Mind Up, pardon. Ouais. Et c'est illustré par Noémie Chevalier. C'est un jeu qui est sorti au mois de mars. Oui, alors moi je m'y attendais moins, mais parce que... pourquoi ? On a l'impression que la catégorie de joueurs est moins importante sur un jeu comme ça où il y a un peu du pendant ta gueule. Enfin, c'est le sentiment que j'avais de base, et en fait, non, vraiment, c'est un jeu que j'ai vu apprécié par beaucoup de monde. Mais oui, en fait, alors je me trompe peut-être, c'est vraiment peut-être des analyses à la petite semaine, mais c'est un jeu familial, tu vois, donc ça veut dire que parmi le public qui en parle, qui est un peu comme nous, on est plus des joueurs initiés experts, et donc du coup, c'est des jeux dont on est moins la cible. Ou si on n'a pas un public familial, voilà, il y a ça. Il y a aussi que quand on t'en parle sur le pitch, et j'en avais parlé comme ça de ce jeu, on me l'avait reproché, j'avais dit quand on te fait le pitch tu te dis pas ok pourquoi ça ressort, tout ça. Mais en fait le jeu, c'est nous les sensations qu'on avait quand on y avait joué, il est hyper efficace, il est hyper amusant, faut aimer le style, faut aimer quand c'est un peu chaotique tout ça, mais c'est un jeu qui fait vivre des sensations, et ça pour moi c'est un des trucs qui est important quand tu fais un jeu. Et il y a aussi de l'interaction, et tu vois on en parlait tout à l'heure, nous on n'en fait pas beaucoup, et c'est un truc qui se perd un peu, je pense. Ah oui, là il y a beaucoup d'interaction dans le Courtisan. Ouais voilà, et c'est vraiment ça, tu vois, c'est bon écoute, tiens t'as 5 crapauds, je vais pourrir la famille des crapauds, comme ça te fera moins 5. C'est un truc, je pense, qui manque un peu, et c'est d'autant plus facile dans un public familial. Je pense que le public familial est beaucoup plus demandeur comme ça, parce qu'il n'est pas toujours dans la maîtrise, dans sa petite optimisation, en fait. C'est plus, je veux passer un bon moment, je veux m'amuser, je veux qu'il se passe des trucs autour de la table, et l'interaction, ça permet ça, en fait. Quand on est deux à couler la famille de Mathieu, tu vois, et qui se met à rager, au final, c'est pas très grave, mais voilà, tu vois, c'est ça. C'est pas très grave, parce que la partie dure 20 minutes, et ça crée des choses autour de la table, quoi. C'est un jeu qui est méchant, mais où t'as presque l'excuse de... C'est les règles, en fait. Je suis obligé de donner une carte. Ah, je vais pas te donner une bonne carte, donc je suis obligé de te donner une carte. Donc, il y a pas... t'as pas ce côté pourquoi tu me pourris, pourquoi tu t'acharnes sur moi, tu peux, mais voilà, t'as toujours cette excuse-là, et du coup, ça fait un jeu d'enfoiré, mais assez bon enfant, je trouve. Et moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a moins vu venir le succès de Courtisan, c'est aussi qu'on est dans Faroé à fond à ce moment-là. Oui. Et que Faroé, on sent dès le départ ce qu'on disait hier, quand on a joué au proto de Faroé, tout de suite on s'est dit il y a un truc, il y a vraiment quelque chose dans le jeu. Dans Courtisan, il y a quelque chose, mais qui est peut-être moins original, qui fonctionne très bien, mais où tu te dis pas voilà, là il y a l'idée de génie, quoi. Et du coup quand on sort Courtisan dans les mois qui viennent, on est vraiment focalisé sur Faroé, et sur le succès de Faroé, et on se dit Courtisan c'est un bon jeu, ça va marcher, mais on est moins focalisé dessus, ouais. Mais tu vois, c'est marrant, enfin c'est un jeu qui déjà, en France on en a imprimé 80 000,
C'est juste énorme, pour la France, ouais. Ouais. C'est énorme. C'est moins que Faraway par exemple, mais bon, après il est sorti après. Mais c'est énorme, ça passe plus inaperçu parce que c'est un jeu familial. Mais par exemple, les commerciaux de BlackRock pensent que c'est un jeu, alors c'est leur truc, ils pensent qu'il restera plus parce qu'en fait, il est justement dans cette catégorie familiale qui fait moins le buzz, mais en fait il est facile à conseiller. On nous dit souvent qu'il est joli. Ouais, c'est ça. Là, on a eu plein de commentaires. Merci à tous ceux qui le disent sur le chat. Et donc voilà, ils pensent qu'il a des qualités pour rester. Ça veut pas dire que les autres ne resteront pas, mais ils se disent celui-là, c'est celui qu'on voit moins que les autres parce qu'il fait moins le buzz, parce que c'est pas le même public, mais qui a quand même des forces. C'est pas forcément les jeux les plus originaux qui peuvent rester sur le temps, c'est peut-être les jeux aussi les plus universels et courtisans, clairement, ils parlent à beaucoup de monde. Je suis super d'accord, nous dit Pierrot, il va rester dans le temps, je pense. C'est gentil, Pierrot. Il a un profil plus original. Oui, mais je pense aussi à Ludo, avec qui on a joué à tous les jeux de l'été. On a parlé effectivement de Faraway, et lui, il est super fan de Courtisan. Régulièrement, il nous a dit que Courtisan, c'est ça c'est bien ça. Puis il chambre un peu les copains sur Faraway. Avec ce plateau qui est qui se roule. Ouais, c'est un tissu. C'est un tissu, ouais, je cherchais le terme. Enfin, c'est un tissu synthétique, quoi. C'est pas. Vous n'avez pas vraiment tué des animaux dessus? Non. C'est que du pétrole. On a essayé de tuer des animaux finalement avec du pétrole. C'est de la tapisserie. C'est de la tapisserie. Après, il y a des animaux dans le pétrole, hein, quand même, mais bon. On les tue plus lentement. Il y avait la volonté sur ce jeu-là d'avoir une édition qui sorte un peu de l'ordinaire, qui fasse un bel objet. Je sais plus, quelqu'un a posé la question pourquoi ces cartes au format. Il y avait l'idée d'avoir un peu, comme des fois tu as envie de posséder un jeu de tarot, là on s'était dit tu as envie de posséder un courtisan, des fois juste parce que c'est beau et en plus c'est bien. La belle jeu nous dit dans le top 3 de Lily, très bien écrit d'ailleurs, c'est les bonnes lettres là pour Lily, c'est écrit comme ça. Parce qu'il y a des gens qui mettent 2 L, on ne sait pas pourquoi. Peut-être un prix majeur bientôt, le top 3 de Lily. Ouais, 11 ans. Château Combo et Courtisan en font partie. Voilà, c'est pas quelque chose. Est-ce que ça, c'est pas des récompenses qu'on recherche, être dans le top 3 de Lily 11 ans? Ah si, non mais. Alors évidemment, oui, le top 3 je pense que 11 ans. Non mais au-delà de ça, c'est que il y a t'as besoin de vendre des jeux quand t'es éditeur, enfin si tu veux pouvoir continuer à en vivre et donc du coup continuer cette activité qui te plaît, parce que nous ça nous plaît en l'occurrence, mais au-delà de ça, et c'était pareil dans mon métier d'avant, quand tu fais des choses qui sont destinées à un public, t'as envie que les gens les voient en fait. C'est même pas une question d'argent ou de vie, c'est que t'as fait un travail, t'es des fois content de ce que t'as fait, et donc du coup t'as juste envie que les gens y jouent, que les gens les voient et qu'ils partagent ses retours, et du coup quand ils y jouent et qu'ils te disent qu'ils l'aiment, c'est vraiment c'est pour ça que tu fais ça en vrai. Ouais, et le top de Lydie n'est pas une exception. C'est pour ça aussi qu'on parle d'une année assez exceptionnelle. C'est qu'il y a beaucoup de tops, et là notamment dans les tops de fin d'année, où il y a plusieurs jeux catch-up. Et en fait, dans une année normale, quand tu as un de tes jeux qui est dans les tops, tu te dis on a réussi un bon jeu. Là, c'est très fréquent qu'il y ait Château Combo et Courtisan, voire Faraway pour des gens qui ont découvert Faraway. Ouais, c'est dingue. À l'étranger quand le jeu est sorti l'an dernier. Donc, et ça, c'est assez fou de se dire il y a un top 10 et il y a un tiers, c'est des jeux catch-up. Tu te dis, c'est fou, quoi. C'est dingue, ouais. Eh bien, on va regarder parce que vous sortez environ 3 jeux par an. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est pas forcément obligatoire, mais on est là-dessus et on va regarder les 3 jeux de 2025. Et du coup, ceux qui vont arriver, on va voir s'il y en a qui peuvent se glisser dans les sélections et dans les prix ludiques et les tops de Lily 11 ans. Je me posais la question de si Courtisan pouvait être dans le top de Lily 16 ans, notre Lily à nous. Faudrait que je vois par rapport au scoring final, notamment, parce qu'elle n'aime pas trop compter les trucs. Mais ce côté pendant ta gueule, elle adore ça. Donc, il faudrait que j'y joue avec elle pour voir. Un de ces 4, je lui proposerai. On regarde les jeux de 2025 ? Mais oui, avec plaisir. Le premier qui sort, c'est Flip 7. On va vous montrer la vraie boîte, parce que là, je vous montre l'aperçu, et cet aperçu, il est bien gentil. Mais il brille pas. Il lui manque ce petit côté. C'est vrai qu'il brille pas. Ouais, et il brille vraiment pas. Alors que la vraie boîte, regardez, elle est ici. Alors, ici, on a la boîte américaine, avec laquelle on a déjà joué sur cette chaîne, sur cette table. Mais c'était pas sur cette chaîne, c'était sur la chaîne de Pénélope. Flip 7. J'ai l'impression de voir Philippe, moi. Philippe des To Be Free. Philippe 7. Alors que non, oui, c'est vrai, c'est pas Philippe des To Be Free, c'est Philippe 7. On n'avait pas les droits pour Philippe des To Be Free, donc on a. Sinon, ça serait appelé comme ça, évidemment. Ouais. Et là, regardez, les 2 boîtes brillent, mais la boîte française, elle est là, elle est ici. Vous l'attendiez, vous vouliez savoir si ce jeu allait briller aussi. Mais oui, il brille. Et pas que par son gameplay, parce que oui, il brille par son gameplay, mais il brille aussi. C'est une boîte foil. On n'avait jamais vu une boîte foil avec quelques subtiles différences. Là, tu m'as dit, regardez la vue du dessus. On va la montrer en vue du dessus. Hop, on enchaîne avec toutes les vues. Vous l'avez vu sous tous les angles, celui-ci.
Vous avez fait de subtiles différences sur la boîte. Alors la première que l'on observe, évidemment... C'est le changement de taille. Ouais. Ah bon? Ah non, moi c'est le 1, 2, 3. Effectivement, le changement de taille. Mais ce 1, 2, 3 qui devient un 9, 2, 4... Ouais, ça c'est du boulot éditorial. Petite patte ketchup là-dessus, ce qui va faire aussi que... Ah bon, on est éditeur, hein. Ouais. On est éditeur, donc on laisserait un hasard, quoi. Oui, non, c'est la blague. En fait, c'est la boîte américaine, ils avaient mis 1, 2, 3, et c'est tout bête, mais les cartes, elles vont de 1 à 12, et on s'était dit, bah, c'est plus rigolo, c'était un peu plus de variété. Mais oui, le format de boîte, en fait, quand tu l'ouvres, tu te rends compte qu'on peut l'ouvrir. Hein. Alors, on peut l'ouvrir. Quand tu l'ouvres, tu te rends compte qu'il y a un peu plus de... Bon, après, ça correspond au marché américain, moins au marché français. Tu me dis que ça va changer aux États-Unis aussi. Ils vont changer en fait, eux, ils font 2 boîtes. Celle-là va être la Deluxe avec l'emballage joli et puis l'insert joli et ce foil. Et puis, ils vont faire aussi une boîte qui sera plus petite ou qui n'aura pas le foil et qui sera moins chère. Ils feront 2 éditions. Après, c'est un marché le marché américain ne fonctionne pas comme nous. Nous, on ne peut pas faire 2 éditions. Donc, on a fait une petite qui brille. Et voilà, puis ça correspond aussi à une gamme, tu vois, c'est la même taille que Mind Up chez nous par exemple. Ouais. Et puis c'est la même taille que pas mal de boîtes chez notre distributeur BlackRock, comme les Cracklist, les Skull King, ce genre de jeux, et j'en oublie. Il y a notamment chez les copains de Blam, merde, j'ai mangé le mot, mais tu sais, le jeu où tu joues avec ton voisin de gauche et de droite. Splitto. Merci. Splitto. Désolé Simon. Ah là là, oui. C'est le matin, faut qu'on retrouve nos idées. Celui-ci, il est hyper attendu par les boutiques aussi qui ont envie de l'avoir, qui ont envie de le proposer, puisqu'on a eu un peu d'import. Vraiment, tellement ce jeu est attendu, ultra simple, ultra facile si on veut le pitcher rapidement. C'est un jeu de stop. C'est Mathieu qui pitch, il fait de la com. Vas-y, Mathieu. Tiens, je te mets en gros plan. Attention, mesdames et messieurs, on met la vue du haut parce que je vais montrer les cartes en même temps que tu nous les racontes. On peut dire que c'est une sorte de blackjack modernisé. C'est un stop ou encore où on joue tous ensemble, pas chacun son tour, et où le jeu est très simple, mais a juste les petites mécaniques pour te pousser à aller toujours un peu trop loin. Il y a quelques cartes actions qui viennent mettre un peu de piment, mais qui sont, je trouve, très bien dosées parce qu'il n'y a que 3 cartes différentes, mais qui amènent des situations qui peuvent être assez différentes selon la situation de jeu. Donc ouais, on est vraiment dans un stop ou encore, mais je trouve que c'est vraiment le stop ou encore le plus abouti auquel j'ai joué. Un stop ou encore ultra simple à expliquer, puisque sur le tour de jeu, c'est vrai que c'est ça. Il y a des jeux qu'on ne va pas expliquer directement. On véhicule des sensations pour le faire comprendre aux gens. J'imagine que les vendeurs en boutique font comme ça, mais celui-ci, directement, tu as envie de dire, bah oui, tu as 11 cartes, 12 cartes avec des numéros différents, et à son tour de jeu, on retourne une carte devant soi. C'est notre score. Le premier qui atteint 200 points l'emporte. C'est notre score qui n'est pas encore validé. Cette carte qu'on a retournée devant soi, quand notre main revient, on a le choix de remettre une carte en plus ou d'arrêter là, de valider le score pour avoir ces 7 points définitivement. Mais si on rajoute une carte, c'est bon, c'est un 4, c'est pas la même, tout va bien. Si jamais j'avais tiré un 7, ça serait la catastrophe. Le twist étant, l'intérêt là-dedans, qu'il y a une seule carte de 1 et il y a 12 cartes de 12. Donc plus vous avez des points devant vous, plus vous avez des chances de sauter. Mais c'est assez marrant parce que du coup la carte de 12 c'est celle qui rapporte le plus de points, mais souvent les gens sont déçus d'avoir un 12 parce qu'ils se disent ça sera plus dangereux pour moi de continuer, je risque de me taper un autre 12. Quand tu commences avec 11-12, tu te dis merde, je vais pas aller loin, parce que t'as en plus le truc qui donne son nom au jeu, le Flip 7, c'est que si t'arrives à avoir 7 cartes de valeurs différentes devant toi, tu mets fin à la manche pour tout le monde compte ses points, tout expliqué le jeu, mais... et en plus tu gagnes un bonus de 15 points, donc t'as envie de faire ce truc. J'ai vraiment dit ça, des situations différentes, j'ai dit un truc comme ça. Des fois je dis n'importe quoi. Ouais, c'est peut-être moi. C'est le matin, Martin. J'espère que c'est toi. Oui, c'est moi, c'est le matin. Ouais, c'est un jeu de stop. Moi, j'adore les jeux de stop ou encore. Et en fait, quand tu dis ça, je trouve que c'est hyper difficile de faire un bon jeu de stop ou encore. Il y a Can't Stop que j'aime bien, il y a Diamant aussi que j'adore. Et du coup, celui-là, c'est une localisation pour nous. Et du coup, quand on nous l'a proposé, moi, tout de suite, ça m'intrigue parce que c'est du stop ou encore. Et en plus, je trouvais que ça marchait bien et que c'est pas si évident que ça va faire marcher. Puis c'est universel, quoi, je trouve. Pour avoir fait 2 parties, ce que je ressens aussi comme intérêt dans ce jeu-là, dans la simplicité des règles, parce que c'est vrai que nous, on est des gamers, on aime bien les jeux de société, y compris les jeux un peu experts, et des fois on se retrouve à jouer à des jeux ultra simples comme ça, en ayant
et un regard extérieur de ceux qui nous suivent en disant vous jouez à ce genre de truc vous, et un regard par rapport à nous-mêmes à dire mais on est des vrais, je prends du plaisir à ça, à se regarder, à s'analyser là-dessus. Ce qu'il y a d'extraordinaire sur des jeux aussi simples que ça, c'est que dans un stop ou encore, à un moment, si on calcule, on va faire des choix qui sont des choix logiques. Mais celui-ci étant tellement simple, tellement agréable que on passe outre, on commence à faire n'importe quoi dans un jeu comme ça, on s'autorise à faire n'importe quoi parce que le jeu est très léger et on a besoin de légèreté pour créer une ambiance, pour créer aussi des anecdotes qu'on va raconter, et on le lit aussi sur le chat puisque vous êtes certains à nous raconter vos parties de Flip 7. Je lis j'arrive pas à m'arrêter, nous dit la belle jeu, du coup par pitié les autres joueurs me donnent des stops. Ça c'est des petites anecdotes qui sont absurdes d'un point de vue logique mais qu'on a envie d'avoir et qu'on a envie de vivre. J'ai vu des gens qui marquent des points que quand on les stoppe. Ils ne savent pas s'arrêter de même, c'est pas possible. Et ils ne pensent pas à Sébastien. Quand ils font des stops ou des flip 7, c'est tout. Moi j'adore voir ce que ça éveille chez les gens, nous dit dans la boîte, ceux qui sont prudents, les flambeurs qui ne savent pas s'arrêter, ceux plein d'espoir. Moi ça change dans les parties, en fait c'est comme dans un jeu de rôle, je me crée un personnage des fois. Le début de partie m'a initié sur je vais faire n'importe quoi dans celle-là, ou m'a demandé d'essayer de gagner, ça change complètement ma façon de jouer. Et puis c'est un jeu où tu as des retournements de situation, des fois tu peux être à la bourre, l'objectif c'est de faire 200 points, et tu peux être des fois à la bourre, et sur une manche tu vas en marquer 100 ou 110 parce que tu as un bon tirage de cartes, alors que dès le début tu n'as pas eu de chance, tu vois, et ça crée des trucs en fait, c'est des histoires dont tu te rappelles, dont tu te souviens, et à nouveau ça crée des émotions, et c'est ça qui est cool aussi dans les jeux, quoi. Et je pense... en fait, les Français sont assez joueurs parce que la plupart des joueurs n'hésitent pas à interpréter des rôles, même des personnages sur des jeux comme ça, mais je crois qu'il faut le jouer comme ça. Il ne faut surtout pas jouer à un jeu arrêté en disant ça n'a pas d'intérêt, de toute façon, là je suis obligé de m'arrêter, regarde, il y a trop de risques, je m'arrête. Enfin, les gens tristes là-dessus ne prendront pas de plaisir et ne donneront pas de plaisir aux joueurs qui jouent avec eux. Et pour la date de sortie, parce que certains le demandent, c'est le 7 février. Bah oui, Flip, les boîtes arrivent le 27, tu en es quand on est le 14. Regarde, F comme février, Flip, 7 comme le 7, c'est marqué ça. sur le titre. C'est ça. Tout était prévu. Ça aurait pu s'appeler Mlip 7 si c'était en mars. Mais... Gatsby, magnifique. Ce jeu, merci. ce jeu de Ludovic Maublanc, j'allais chercher la boîte, mais en fait elle est pas et Bruno Catala, mais si, regarde. Elle est là. Elle est pas impressionnante pour l'instant la boîte. Hein. Là, quand tu m'as ramené ça, j'ai cru que c'était des macarons à l'intérieur. J'étais hyper déçu. Après, t'as joué au jeu. Ah, et là, forcément, mais j'avais déjà joué à Gatsby. Mais... C'est un jeu Salut signé Pierrot. Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Illustré par Christine Alcouf, qui, on l'a raconté plusieurs fois, est aussi partie prenante sur le choix du thème du jeu. Ouais. Oui, à la base, c'est... j'espère que je ne vais pas trahir l'histoire. C'est Christine et Ludo Maublanc qui font des jeux ensemble régulièrement, et qui là, ils se disent, ok, pour un nouveau jeu, sur quoi on part, qu'est-ce que tu as envie d'illustrer, Christine? Et elle avait envie d'illustrer un jeu sur le thème des années 20. Et donc ils sont partis sur cette idée-là, ils ont commencé à développer un jeu à deux. Nous on l'avait vu plusieurs fois parce que Christine est dans le même bureau que nous, parce que des fois Ludo y passe et on y avait joué, on avait trouvé ça sympa. Et puis à un moment dans le développement, il y a aussi Bruno qui s'est rajouté parce que parfois il fait des jeux à deux. Oui, il a une certaine Bruno. Connaissance du jeu à deux. Je te coupe juste, on passe les 300 personnes qui sont en direct, c'est notre record depuis le début d'année. Ouais, trop cool. Et les gens suivent Catch-up. Hein. Mais c'est l'année des records. Ah bah. Pour nous. Et du coup, à force d'y jouer aussi, ils nous l'ont aussi représenté, et on a bien aimé. C'est du jeu à deux hyper interactif, à couteau tiré, très tactique. Très peu de hasard. Ouais, très peu de hasard, mais avec en même temps des possibilités. On se rapproche du jeu abstrait par moment parce que tu peux calculer les coups de l'adversaire, tu vois ce que tu lui laisses comme possibilité. C'est très malin. Et nous, on avait été séduits quand même assez rapidement quand ils nous avaient montré la dernière version, parce qu'on pense qu'il y a aussi un vrai public pour ce genre de jeu qui est un peu exigeant, mais qui fait vivre des trucs, vraiment des sensations où tu es content quand tu fais les coups, tu vois, quand tu fais un bon coup à ton adversaire, tu dis ah là je le coince parce que si je fais ça, il va être obligé de faire ça ou ça. Moi je crois que c'est mon style de jeu préféré. Honnêtement, j'adore ce genre de jeu à deux, pas que à deux, mais des jeux dans lesquels tu as pas mal de choix autour de la table.
Gatsby, c'est le jeu préféré de Martin. Non, c'est mon style de jeu, c'est ma catégorie de jeu. Après, je suis assez mauvais dans cette catégorie, mais... Gatsby, c'est le top 1 de Martin. Non, c'est un genre de jeu, mais les gens le savent, hein, les gens qui nous suivent aussi. J'aime bien avoir du choix dans les jeux. Je suis plutôt parmi les joueurs qui ont envie d'avoir, pas trop de choix, mais des dilemmes. C'est-à-dire plusieurs options qui se valent et sur lesquelles on peut réfléchir et cette possibilité. Après, une partie de refaire la partie en disant, mais là, c'était le bon moment. C'était là qu'il fallait jouer de telle manière. On a Ludo qui nous dit attention, je suis dans le moment de mon voyage en train où je capte moins, donc je vous propose de vous arrêter. On va attendre que Ludo nous dise de reprendre. Très bien. C'est bon, Ludo. J'aime bien aussi les jeux où il y a beaucoup de choix. Ce que j'aime bien dans des jeux comme Gatsby, c'est qu'il y a parfois je peux être frustré quand il y a vraiment zéro hasard, de me dire bah ok, il y a des coups imposés, il y a des coups. Mais là il y a tellement de choix. Que du coup tu te dis pas il y a un coup optimal en fait, il y a tellement de façons de jouer, tellement de choses à faire que ça en... Alors ça me plaît. Il y a alors très rapidement on arrive, il y a 4 choix principaux parce que le plateau nous propose de choisir entre 4 options. Je vais montrer quand même un petit peu le plateau, on va le regarder. C'est du prototype. C'est un proto fait maison en carton plume. Mais c'est les illustrations finales déjà. Oui, c'est juste qu'il y aura du doré sur le plateau là. Tout ce qu'on voit en simili doré, ça sera du vrai doré, un vernis doré sur le plateau. Il faut faire plein de chansons en plus sur Gatsby, moi j'aime bien. Oh Gatsby. Si tu savais. Plein de chansons continuent. Gatsby. Il a mis des tout petits. Il en a plusieurs en stock. Et il chantera des chansons. Il bosse quand même. Hein. Ah bah, il y a du boulot. Hein. Oui, voilà, tu as 3 zones de jeu principales. Tu as le cabaret, le centre financier et l'hippodrome. Et ce sont des endroits où on va placer des tuiles personnages. L'objectif étant d'avoir... Il y a 5 familles de personnages, 3 de chaque famille. Et l'objectif étant d'avoir soit les 3 personnages d'une même famille, soit un personnage des 5 familles différentes. Et du coup, tu as 4 actions sur le plateau qui, globalement, vont te permettre de placer des jetons à influence sur ce plateau pour te disputer dans des sortes de mini-jeux. Ici, c'est du placement, ici, c'est une course, et ici, là-bas, à l'hippodrome, c'est de la majo, pour te disputer ces tuiles personnages-là. Et tout ça passe par 4 actions hyper simples qui consistent globalement soit à jouer sur ce plateau, soit sur ces deux-là, soit sur celui-là. Évidemment, tu ne joues pas le même nombre de pions dans un cas ou dans l'autre, mais voilà, ça te laisse des placements, sachant qu'une action que tu fais, bah, tu l'interdis au joueur adverse, il n'a pas le droit de la faire juste après toi. Il y a un jeton, on va pouvoir le poser. On ne va pas rentrer dans le détail parce que le risque d'expliquer à moitié un jeu, c'est de donner l'impression qu'il est plus compliqué qu'il ne l'est vraiment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a 4 actions qui correspondent aux différents plateaux sur lesquels on a c'est une sorte de mini-jeu pour essayer de récupérer les personnages avec... on retrouve ça souvent dans les jeux de Bruno Cathala, finalement, des objectifs qui sont assez simples à comprendre pour le joueur en termes de victoire. C'est très simple de comprendre, il me faut 5 personnages de couleurs différentes ou 3 identiques. Une seule phrase, on a compris le but du jeu. Et après, les mini-jeux pour les récupérer sont tous simples en eux-mêmes, donc c'est pas un jeu où vous allez passer une demi-heure à vous expliquer les règles. Les possibilités, donc si je fais cette action-là, elle est bloquée pour mon adversaire, il aura le choix entre les 3 suivantes. Les possibilités, elles sont simples aussi, mais derrière, ça engendre beaucoup de dilemmes parce que j'ai quand même 3 possibilités. J'essaie de calculer ce que je vais laisser à mon adversaire pour le coup suivant. Et c'est là toute la réflexion, c'est ce que je laisse à mon adversaire. Il y a une réflexion, ça n'est pas comme aux échecs où on va calculer sur 5 coups de... peut-être certains joueurs le feront, hein, j'en sais rien, mais... Moi je joue comme ça. C'est vrai, tu calcules à 5 coups, c'est quand même là, en termes de possibilités, il y en a pas mal. Mais sur le coup directement derrière, on le fait et c'est passionnant. Ce qui fait qu'il y a une stratégie à plus long terme, c'est ce double objectif de se dire est-ce que je vais essayer d'aller chercher des personnages de même couleur ou essayer d'aller au contraire chercher 5 personnages différents. Comme il y a des personnages qui sont face cachée, on a aussi toujours ce doute de ce qu'est en train de faire son adversaire. Et effectivement, comme tu disais, il y a les 3 petits jeux avec des mécaniques différentes de connexion, de course et de majorité qui obligent pendant la partie à switcher un peu, à se dire bah alors est-ce que je peux faire ça, mais ça se fait de façon très fluide en fait. Tu vois, lui Bruno il calcule sur 5 coups. C'est ça, il nous dit moi je calcule sur 5 coups, je l'ai déjà fait. Alors après moi j'ai joué à Donuts avec Bruno plusieurs fois en vidéo, je n'ai jamais vu gagner, donc je ne crois pas du tout. J'ai toujours perdu sur Donuts contre Bruno, sauf en vidéo. C'est extraordinaire, on avait fait 2 parties. Hein. Et je crois qu'il était bourré encore une fois, c'est le problème du chalet. Les gens boivent au chalet. Je calcule sur 10 coups en général, nous dit Ludo, et Bruno sur 22.
Voilà, c'est une sortie pour mai. Ouais, c'est ça. Fin mai, début juin. On le présentera à la presse lors du FIGE de Cannes, selon les arrivages de bateau. Et le zèle du douanier. Le zèle du douanier. Bon, là, il n'y a pas de sablier dedans, donc ils ne vont pas trop regarder la poudre. Ils ne vont pas l'analyser en laboratoire. C'est un jeu sans sablier. C'est donc Gatsby. Un jeu qui est attendu quand même, en tout cas par moi. C'est gentil. Je te dis, on est dans la catégorie des jeux que j'aime bien et que j'ai envie de jouer en boucle. Il y a eu un trou dans le plateau car Christine n'a pas eu le temps de le finir. Non, on n'a pas tout mis, mais effectivement, il y a un petit module dont la disposition change à chaque partie. On a un dernier jeu à présenter sur 2025. Ouais. Un dernier jeu, c'est Into the Maze. Alors, celui-ci, on a... mais c'est nous. C'est vous. Pardon. C'est vous. Alors, ça, c'était des enregistrements d'hier. Effectivement, vous étiez présent au chalet. Belle photo. Donc, belle photo avec ces micros au-dessus que vous pouvez voir juste en dessous. Et Into the Maze, on va le présenter. Là, c'est pour la fin d'année, la toute fin d'année. C'est ça, c'est un jeu de Sébastien Pochon et Ismaël Perrin, illustré par Jean Gousdard Rivière. Je l'aime bien, lui. C'est le frère de Théo. C'est mon frère de Théo. C'est un illustrateur jeune qui est sorti de l'école il n'y a pas longtemps et qui n'a pas fait de jeu encore, mais nul doute qu'il en fera à l'avenir. Mathieu me reprend parce qu'il me met un coup de pied sous la table parce que c'est la communication. Il fait un jeu à la base, c'était l'illustrateur des Gardiens de Havresac chez nous. Ah oui. Et pour diverses raisons, on a dû reset le projet et on a changé les illustrations avant l'édition. Mais effectivement, il avait fait déjà tout un jeu avec nous. Et du coup, Sébastien voulait le rappeler. Ça s'était bien passé. On était quand même content de ce qu'il avait fait. Et Sébastien a voulu le rappeler pour ce projet-là, ce qui était chouette. Ça me faisait plaisir aussi. Enfin, je dis comme ça parce qu'en fait, c'était moi le chef de projet sur les Gardiens de Havresac. Et c'était Seb le chef de projet sur Into the Maze. Et voilà, on voit ce que l'un l'autre fait. On donne toujours nos avis. Et Seb avait bien aimé aussi les illustrations de Jean. Et s'était dit, bah tiens, j'ai bien envie de le rappeler pour Into the Maze, pour l'anecdote. C'est un flip and write en coopératif, en campagne. Où très rapidement, chacun a une grille comme ça qu'il va devoir remplir. Tu pars de la croix qui est située à gauche, tu te balades sur ton petit plateau et tu vas aller essayer de ramasser des objets, activer des objets pour battre un score. Chacun a son plateau différent. C'est vrai qu'il y a un petit point commun avec Havresac, d'un seul coup, en le voyant comme ça. Alors, on n'utilisait pas de polyomino dans Havresac. Non, c'était des jetons. C'était des jetons, mais tu as aussi ce parcours et ces objets à récupérer. Tout à fait. Et ce côté aventure aussi qui est présent dans le thème. C'est ça. Et là, la particularité du jeu, c'est que tu as des cartes qu'on voyait là sur l'autre photo, qui sont des cartes un peu transparentes, qui sont même complètement transparentes, parce que tu vas dessiner la forme sur le plateau, et donc ces cartes transparentes, elles te permettent de poser ta carte directement sur le plateau, tu vois, pour voir la forme. Comme tu peux les mettre dans n'importe quel sens, les retourner, la carte te permet de visualiser facilement l'effet. Voilà. Et la particularité quand tu places un polymino, c'est que tu as deux possibilités. Soit tu vas faire une croix et ça va représenter ton déplacement sur la carte, soit tu vas gribouiller la case et là tu vas activer l'objet, en sachant que l'un ne fait pas l'autre. C'est-à-dire que si tu marches sur un objet, tu vas le perdre, et là où tu gribouilles, tu pourras plus te déplacer. Donc il va falloir que tu te débrouilles comme ça. Et tu dois choisir la forme entière si tu l'utilises pour te déplacer ou pour récupérer les objets sur le plateau. Et on doit tous remplir un objectif de points collégialement. Si jamais tout le monde... coopératif en fait. C'est coopératif. Cet aspect-là. Alors, en fait, c'est ténu. C'est coopératif, mais en même temps, tu t'occupes de ton truc perso. Donc c'est ça. C'est qu'en fait, là, chacun doit faire il y a un score à battre, enfin, il y a un score à atteindre pour tout le monde. C'est le même pour tout le monde, même si les cartes sont différentes. Mais par contre, tu as des outils de coopération. Par exemple, là, les loupes qu'on voit, si on en ramasse, on va donner des bonus au centre de la table qui vont pouvoir être utilisés par tous les joueurs. Donc, tout le principe, il y a aussi un autre truc, c'est que les cartes ont des couleurs. Et s'il y a plusieurs joueurs qui jouent une carte de la même couleur, et donc tu as toujours le choix entre toi, donc 3, donc il faut le faire, tu vas avoir des coches bonus. Donc l'idée, c'est de se dire, moi je suis bien sur ma carte, sur mon plateau, donc il faut que je vois comment je peux aider les autres et peut-être un peu sacrifier des fois mes coups pour aider ceux qui sont en retard et que tout le monde fasse 20, parce que si moi je fais 30 et que les autres font 10, c'est que j'ai probablement mal joué en fait, parce qu'il aurait fallu que je les aide. Et c'est vrai qu'on voit pas forcément ce qui se passe sur le plateau des autres, mais on communique beaucoup, parce qu'à chaque tour, quand on choisit une carte, on regarde les cartes des autres, on dit on a tous un plan, on pourrait jouer le plan ensemble pour avoir des cases bonus. Qui a besoin d'une case bonus? Moi je regarde ma carte, je me dis ça va, à ce coup-là j'ai pas forcément besoin. Donc on est toujours dans cette interaction, même si on va pas voir exactement ce que font les autres,
on essaye de coopérer pour pouvoir optimiser tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté rivage, nous dit dans la boîte, je suis assez d'accord. Parce que c'est un Magic Mess, non, je pense pas, je vois pas de rapport avec Magic Mess, mais il y a rivage. Maze dans le titre. Ouais, peut-être, c'est ça. Sur la gueule des plateaux, peut-être la côté aventure, oui. Et du coup, il y a évidemment plusieurs cartes, elles sont recto verso, il y a plusieurs cartes, il y a différents biomes, enfin, environnements, et du coup, tout ça, c'est un peu propulsé, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais c'est mis en scène par une campagne qui va t'envoyer dans différents pays sur fond d'aventure un peu à Indiana Jones, quand on est des archéologues et on va aller chercher des secrets enfouis. Et pour moi qui ne suis pas trop coop de base, tu sais, quand on me dit c'est un jeu coop, je me dis tu as ce côté d'entraide et tout ça qui oh là là me déplaît, mais là c'est pas du tout la sensation qu'on a. On est dans un jeu où on fait son truc, on a de l'objectif commun donc on est ensemble, mais il n'y a pas ce côté. Ce que j'aime moins dans les jeux coop, c'est le côté leader. Zéro de côté leader. Personne ne va diriger la partie. Non, tu peux pas. En fait, disons que tu as déjà ta carte à t'occuper. Voilà, ça sous-entendrait d'aller regarder les cartes des autres, de dire quels moyens d'action ils ont sur ces cartes-là, comment on joue. Enfin. Il peut y avoir un côté, quelqu'un qui essaye de toujours gratter les bonus et tirer la couverture à soi, mais ça aiderait pas vraiment le groupe. Donc, voilà, donc celui-ci il arrive pour la fin d'année. On a fait le mois d'octobre. On a fait le tour des jeux qui sortiront. Je vois qu'on nous cite des jeux, il y a des gens qui sont très incroyables, comme Rachel est toujours au courant de tout, parce qu'elle nous parle de Babou, je sais pas ce que c'est, mais elle parle de jeux, non c'est 2026. Je sais pas de quoi elle parle. Vous savez de quoi elle parle ? Pas du tout. Ah bon ? Celui de Babou. C'est qui Babou ? On sait pas. Bon, voilà. Voilà, il y a des informations qui passent sur le chat, on les découvrira plus tard. On arrive tranquillement sur la fin de cette émission, il est 9h14, on a débordé, Babou, les amis. c'est Baptiste. Pardon. Ah, c'est Baptiste, celui de Baptiste. Il s'appelle Babou ? Ah bah c'est bien parce qu'on a des projets ensemble, je pourrais l'appeler comme ça maintenant. C'est ça dont elle doit parler, je pense. Oui, tout à fait. Ok. On va terminer cette émission en vous posant des questions. Là, on a envie de rentrer dans vos goûts ludiques, savoir à quoi vous jouez, vous, et on va vous emmener dans des lieux différents. Je vais vous demander quel jeu vous sortirez, alors très rapidement, du tac au tac, par rapport à différentes images de lieux. Par exemple, je monte ce lieu qui est un peu chic, qui est un peu... Est-ce qu'il y a un jeu qui vous viendrait à l'esprit ? Gatsby, peut-être. Ah, mais je ne l'ai pas mis au hasard. Clairement. Gatsby, évidemment. Mais on l'a déjà montré avec d'autres personnes, ce lieu-là, et là, c'est vrai qu'il correspond parfaitement à Gatsby. C'est évident même, j'ai envie d'aller là-bas pour jouer à Gatsby. Je ne sais pas où c'est, mais je vais y aller. Le genre. Alors, deuxième lieu, celui-ci était facile, hein, mais dites-moi chacun quel jeu vous sortiriez ici, là. Si je vous sortais un tapis qui n'a pas de table et allez, on joue à un jeu, on joue à quoi ? Directement sur le sol. Vas-y Mathieu. Qui est le plus réactif ? Je sais pas, vous avez le droit de jouer sur le chat. Il y a un jeu qui était fait par Rondolph, là, le jeu des jetons en bois, comment ça s'appelle ? C'est pas Rivage. Ah oui, Rivage. C'est aussi Rivage, le jeu en bois là, qui joue sur la plage. Non, c'est Seashore. Ouais, en version française, c'est Littoral. Moi là, je joue à Crazy Coconut. Ah, à Crazy Coconut là-dessus. Crazy Coconut, donc le jeu qui était publié par Mandou. Non, c'était Mandou, c'était un éditeur coréen qui faisait ça. Où on jetait des. Oui, effectivement, de toute façon, ça finit toujours par terre. Hein. Donc, oui, des action games, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on nous cite sur le chat ? Parce que les gens sont réactifs. Galérapagos. Littoral, ils se sont rendus compte que j'avais un peu de mal à trouver le nom. Littoral, oui, Littoral, c'est pas idiot. On a tous joué à Littoral. Moi, je sors saumon frétillant sur ce tapis. Ouais, pourquoi pas. Twister, bien sûr, nous dit Janvier TV, qui est au taquet. Ça doit rapper un peu, Twister. Ça. Oh, mais tu remets un tapis par-dessus de Twister, t'es obligé, de toute façon. Rachel joue à Courtisan. Hit pour Matt Totoro, pour David. Ensuite, on continue. Lieu suivant. Ah, alors là, c'est un peu humide. Hein. Par contre, on va pas laisser le jeu en stockage. Moi, je Finsterfloor. Finsterfloor. Je l'ai pas. C'est vieux, c'est un jeu de Friedman Freeze en français, c'est La Crypte. La Crypte de la créature. La Crypte de la créature. Et je vois la fameuse boîte verte. Ouais. Oui, ça ne rajeunit pas tout à fait. Ouais, pas tout à fait. Moi, ça me rappelle du donjon. Je jouerais à Agemonia. Tiens, je suis dans la campagne d'Agemonia. Agemonia. Antise, nous dit-on sur le chat. On a du donjon, effectivement. Diamant. Pourquoi pas Diamant ? Stone Spine Architect, je l'ai reçu, donc je vais y jouer. Je me prévois une partie. Si j'ai le temps aujourd'hui, je ferai bien ça. Et on a ça au chalet. Hein. En dessous du chalet, on a une petite zone comme ça où on peut jouer dans des roches directement. Je ne vous ai pas montré ce lieu-là. Ouais, c'est clair. Il y a des bouteilles. Temple Code. Subterra, très bien. Arceis, ouais. Le lieu suivant.
Ah, on est au restaurant, le serveur tarde un peu, on sait, il y a du monde, pardon, il faudra un petit peu de temps avant de vous servir. Quel est le jeu que vous sortez de votre poche? La dernière fois qu'on a fait ça, on a joué à Cadeau de Antoine Boza, édité par Lumberjack. C'est vraiment la dernière fois qu'on est allé au resto ensemble avec le bureau, on s'est dit, oh, on a un peu de temps, on a Cadeau, allez, vas-y, on joue à Cadeau. Ouais, assez pratique. Bon, il faut quand même l'installer sur la table, pousser les assiettes, c'est ça qui est moins pratique. Mais... C'est le premier truc auquel j'ai pensé aussi, mais si je veux être complètement honnête, et c'est pas pour être corporate, je joue à Flip 7, parce que je joue à Flip 7 partout en ce moment. Donc, c'est parfait, puis tu peux limite le glisser dans ta poche en vrai. Tu prends que les cartes, une grosse poche. Mais... Flip 7, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive au coworking qui fait quoi? Mais tu connais pas Flip 7? T'as jamais joué à Flip 7? Mais attendez, on va jouer. Non, Mathieu, parce qu'on va travailler. C'est mon travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous cite sur le chat? On a du Odin. C'est vrai que Odin, c'est assez pratique parce que ça prend peu de place sur la table. C'est ça le critère aussi pour le restaurant. Hive Pocket. J'ai vu plusieurs fois Hive sortir. Je crois qu'il y a des gens qui sont très Hive. Olé Guacamole. Ça fait du bruit, ça, par contre. Pour les tables d'à côté, c'est pas idéal non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Spartan, ce qui est pratique, mais il faut emmener la boîte. Love Letter, évidemment. Cluster au restaurant. Avec les couverts. Vous êtes sûr? Revolver Noir, c'est vrai que cette petite gamme de jeux publiée en France par Matago permet d'avoir des jeux qu'on sort facilement. L'intérêt de Revolver Noir, c'est que on le garde dans sa main, mais c'est que 2 joueurs, non? Arc Nova, sinon, effectivement. Arc Nova, bah oui, j'y ai pas pensé. On est bête, hein. C'est parti sur du n'importe quoi. On va passer à l'image suivante. Ah, voilà, sur l'autoroute. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des voitures qui circulent, mais... Ah non, dans la voiture, c'est peut-être ça que vous voulez dire cette image. Dans la voiture, au 1000 bornes, sérieusement? Non, mais qu'est-ce qu'on joue? Et c'est important comme critère, avec le conducteur, évidemment. Il faut que le conducteur puisse participer. Shabada. Ouais, Shabada. Voilà. Un bon vieux Shabada. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas jouer à Anagramme? Ce jeu de cocktail. On a sorti Anagramme, le jeu dans lequel on a juste... Je vous remontrerai un jour Anagramme. On a oublié à quel point Cocktail Game fait des jeux simples à une époque. Château Aventure, hein, ça marche bien. Ouais, clairement, Château Aventure. Moi j'aime beaucoup. Je me demande si on l'avait pas fait d'ailleurs un coup. Mathieu avait ramené une boîte de Château Aventure, on avait joué, je crois que c'est en allant à SN. Ouais. On avait fait une partie de Château Aventure effectivement dans la voiture. Le fictionnaire parfait en voiture. Mais effectivement, Cachamot, ça peut très bien marcher. Cachamot. Ça peut fonctionner, alors le conducteur a moins le temps de décrire ses mots. C'est moins pratique pour lui. Il écrit pas, mais il devine. Ouais, il devine. Loup-garou, tout le monde ferme les yeux. Il y a des gens qui veulent provoquer des accidents. Tu voulais nous faire jouer sur la route. Donc... Ouais, je veux, mais on cherche des idées aussi. On va aller à Cannes, il y a du trajet pour aller jusqu'à Cannes. On ira en voiture, donc il nous faut des idées pour le trajet. Dans une tente. Bon, là, il y a beaucoup de jeux qui peuvent aller quand même. Bah ouais. Beaucoup de petits jeux qu'on peut glisser. Mais bon, il y a pas... la table est moins pratique. Moi, je joue à Focus. Focus, ouais. Parce que j'ai joué en l'occurrence à Focus. En camping. Ouais, en bungalow. On était en bungalow et c'était très pratique. La boîte est toute petite, tu peux mettre dans le sac à dos. Mais là, le loup-garou fonctionne dans la forêt. Oui. Ce type de jeu à rôle caché, c'est l'ambiance, mais il faut être suffisamment nombreux. Peut-être qu'on peut faire du jeu de rôle. C'est sûr. Carrément. On peut toujours faire du jeu de rôle. My City, jeu à cocher. C'est vrai que les jeux à cocher, c'est pas mal sur les campings. Fou, nous dit-on. 2 pommes, 3 pains. Bah oui, c'est de circonstances, même si... je peux pas, 2 pommes, 3 pains. Et du coup, pas Hive, du coup, visiblement. Et là, il n'y a pas Hive. Pas cette fois. Sur l'autoroute, oui. Lose, forêt mixte. Mais oui, on n'y a pas pensé à forêt mixte, mais c'est évident, tous les jeux de forêt vont repartir là. Ça y est, attention, c'est parti sur le jeu de forêt. Il y en a beaucoup. Et on termine avec le lieu magique dans lequel on a quand même envie de jouer. On peut jouer à Palm Island. Palm Island, ouais. Moi je dirais Twin It. On est aux toilettes. On peut jouer à Twin It. Ceux qui écoutent juste. Le poster Twin It. C'est vrai qu'on l'a eu pendant longtemps aux toilettes. On l'a plus là actuellement. On a mis des photos de nos enfants, nous. Aux toilettes. Bah oui, on pense à eux. Après, quand je les vois dans la vie courante, il y a toujours cette drôle d'odeur qui me vient en tête. C'est fou la mémoire olfactive quand même. Du coup, j'ai acheté du parfum à ma fille. C'est pour de vrai. Mais c'est pas du tout à cause de ça. Voilà, donc Palm Island, tu as une idée, Mathieu? Ouais, Twin It, je disais. Twin It, oui, c'est vrai, pardon. Et t'as une autre idée, Mathieu? Tu as une autre idée, s'il te plaît? Crazy Coconut. Les mots fléchés. Mais oui, les mots fléchés. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de mots fléchés. C'est clair, les mots fléchés, je m'achète un carnet de mots fléchés chaque fois que je pars en vacances pendant les grandes vacances d'été. Tu fais ça, toi? Ouais, j'y passe un temps de dingue. Mais il y a qu'à ce moment-là. Donc je le finis jamais, évidemment. J'ai jamais trop fait ça. J'adore les mots fléchés. En vrai, moi, aux toilettes, je joue plus sur mon téléphone. Donc, Slice and Dice.
Ah ouais, mais attends, si on joue au téléphone, sur le téléphone, c'est Race for the Galaxy parce que c'est 10-15 parties par jour. Ah ouais. Ou sinon, Acrylogique, là, le petit jeu de casse-tête par Léon de Proust que j'ai fini par le désinstaller de ma tablette parce que j'y jouais trop, mais il est encore sur mon téléphone. Ouais. Voilà, pour les conseils de jeux, vous avez eu plein de conseils de jeux pour terminer cette émission. Pas forcément des jeux publiés par Catch Up Game, mais vous en avez eu quelques-uns que vous attendez maintenant. Je pense qu'on vous a créé quelques envies entre Gatsby the Magnifique, Into the Maze pour la fin d'année, et là, tout de suite, le jeu qui sort d'ici 2-3 semaines. Là, ça va venir vite, le 7, 3 semaines. On entend en parler pour Cannes. C'est Flip 7. J'ai juste la règle là, mais les petites boîtes, on a envie de voir les petites boîtes. La boîte brille. Les boîtes qui brillent, c'est celui dont on vous a parlé également et qui arrive là maintenant. Voilà pour le line-up de Catch Up Games. La boîte chamarrée. Merci beaucoup à vous deux. Mais merci à toi. Mais merci à toi. Bravo pour le record du nombre de personnes qui sont venues en direct ce matin. Merci aux spectateurs du coup. Oui, à tout le monde de s'être levé aussitôt. À l'aube, diront certains. Mais non, là, regarde, il est 9h23 et nous on a fini notre journée. Maintenant avec Aline, on va s'amuser toute la journée. On va faire des jeux là, tranquillou. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain. Demain, on sera avec Charles Amir en visio. Cool. Et on va discuter de ses choix pour l'année 2025 et des jeux qui vont arriver également. Rendez-vous demain pour cette prochaine matinale. Bonne journée à tous. Salut. Bonne journée.